Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est ancien élève de l'ENS de Fontenay-aux-Roses et de l'école du Louvre, titulaire d'une licence de lettres classiques, d'une maîtrise de littérature latine suivie d'une thèse en histoire et civilisation de l'Antiquité. Conservateur en chef du patrimoine, elle a d'abord été responsable des collections archéologiques, puis conservateur adjoint du château et des musées de Blois qu'elle dirige depuis 2005. Elle est l'auteur notamment de Blois, un château en l'an 1000 chez Somogit d'édition d'art en 2000, Nuances de Blois aux éditions Privé en 2008 et Festin de la Renaissance, cuisine et trésors de la table, toujours chez Somogit d'édition d'art, et c'était en 2012. Il s'agit d'Elisabeth La Trémolière. Elle vous présente l'exposition Enfants de la Renaissance au musée des Beaux-Arts du Château Royal de Blois et qui se tient jusqu'au 1er septembre prochain. On en profite pour saluer et remercier Christine et Marc-Alexis qui se reconnaîtront et qui sans eux cette interview n'aurait pu se faire. Elisabeth La Trémolière, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci de votre invitation. Mais avec un immense plaisir avec vous, on va bien parler de ce très beau château, de cette très très belle exposition. Avant de démarrer, racontez-nous en quelques mots votre parcours pour en arriver là où vous en êtes. On peut se dire quel parcours, et notamment ce poste de conservatrice du Château Royal de Blois. Cela consiste en quoi exactement? Expliquez-nous. Eh bien, conservateur, ça conserve. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, après, il faut savoir ce qu'on appelle, voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est ce que c'est que de conserver un monument historique ou un musée, hein, parce que de toute façon, c'est surtout un musée, parce que les monuments historiques n'ont pas nécessairement un conservateur, parce que le château Blois est un château-musée, comme Fontainebleau, par exemple. Alors, conserver, c'est conserver, c'est faire en sorte que le patrimoine dont vous avez la charge soit dans le préserver le mieux possible, hein, donc assurer, permettre des restaurations, le moins de dégradation possible. Et la conservation va avec un autre pan qui est inscrit dans la loi Musée de France, qui est dans les missions du conservateur, c'est la diffusion. Alors le mot de diffusion recouvre beaucoup de choses, mais recouvre en particulier le fait d'ouvrir le monument et les collections publiques et de les faire connaître. Alors il y a toutes sortes de moyens, donc là, c'est le conservateur qui est une sorte de chef d'orchestre, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il va lui organiser justement cette diffusion. C'est-à-dire, il va choisir ce qu'on présente, ce qu'on ne présente pas, et comment on le présente. Et comment on le diffuse, Alors, est-ce qu'on fait telle ou telle exposition temporaire, tel ou tel atelier, telle ou telle animation. Alors, ça peut être très varié, hein, de l'atelier pédagogique, en passant par les conférences, des choses très classiques, et des choses moins classiques, comme des balles, des concerts, enfin bon, toutes sortes d'activités qui font connaître les collectionneurs monuments, qui le valorisent et qui l'expliquent. Parce que tout cela aussi derrière, on a un rôle pédagogique de ces collections. Un musée, c'est une institution créée par la Révolution française qui avait pour mission au départ de faire connaître, de mettre à la portée de tous, de tout le peuple, les collections royales au départ. Et donc on a tous cette mission de les faire connaître, et quand on fait connaître, eh bien on fait effectivement un certain nombre d'activités, mais on les étudie aussi, parce que dans la conservation, dans la diffusion, il y a savoir ce qu'on conserve, de quand ça date, à quoi ça a servi. Voilà, donc on doit forcément chercher des informations sur telle ou telle collection et assurer justement cette connaissance. Alors par différents moyens, les expositions en font partie, mais vous avez aussi les publications diverses et variées, surtout les supports, hein. Autrefois c'était par le livre, mais maintenant évidemment vous avez tous les supports numériques, hein. Tout cela en fait partie bien évidemment, et mettre à la disposition du public soit les collections elles-mêmes justement, c'est la diffusion au sens propre, soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire que ce qui caractérise une collection publique, et donc un musée, donc ce que doit faire un conservateur, c'est permettre que tout un chacun puisse avoir accès. Donc on est tenu dans ces études d'avoir des dossiers d'œuvres et de permettre aux visiteurs, enfin tout à chacun, de prendre rendez-vous en général évidemment pour aller dans les documentations, avoir accès aux dossiers des œuvres, qu'ils soient numériques ou sur papier. Donc cette communication, cette mise à disposition publique est très importante. Elle fait partie de cette grande mission de diffusion, de pédagogie, de mise à... Voilà, on porte à la connaissance
de tous les publics, c'est la culture. En fait, c'est vraiment, là on est tout à fait dans ce qu'on s'appelle le ministère de la culture pour tous. Mais c'est la mission fondamentale du musée. Et ça fait partie de la conservation parce que, évidemment, si vous diffusez, si vous faites connaître de façon la plus agréable possible, hein, le but que les visiteurs, en tout cas, visitent les lieux en faisant aussi plaisir, eh bien ils vont apprécier ce patrimoine et ils vont être enclins à le préserver. Ils vont l'apprécier, quand on apprécie, on est enclin à préserver. Donc ça fait aussi partie intégrante de cette mission de conservation. Donc voilà, donc le conservateur est cette sorte de chef d'orchestre. Alors c'est à mi-chemin entre le chef d'orchestre et le chef d'entreprise culturelle, puisque pour tout cela, évidemment, il faut faire des dossiers, trouver des moyens, monter des plans de financement, chercher éventuellement des mécènes, diriger les équipes, le personnel, que ce soit de l'accueil jusqu'au personnel de conservation. Donc il y a un petit aspect forcément chef d'entreprise. Alors tout est relatif suivant l'importance du lieu, évidemment. Mais ça fait partie effectivement du quotidien du conservateur aussi. Vous parlez notamment du personnel et autres. Ben, pour celles et ceux, Elisabeth, qui vous écoutent, le Château Royal de Blois, quelques chiffres, cela donne quoi? Alors en chiffres, alors le visiteur, on est à 335 000 visiteurs par an, ce qui est un chiffre moyen pour la Vallée de la Loire. Hein. C'est pas, qui est bien, hein, qui est quand même bien. Et nous avons, alors en personnel, on a 43 personnes à temps plein, complet et permanent surtout. En revanche, vous pouvez doubler à peu près ce nombre sur 6 mois de l'année. On a un personnel saisonnier sur les équipes de boutique, billetterie, accueil, guidage, sur le temps de Pâques jusqu'à la Toussaint à peu près, vous voyez. On a, alors en collection, on tourne autour de 35 000 pièces de collection. Alors ça fait beaucoup, mais il faut savoir que vous avez beaucoup de documents aussi là-dedans. Vous avez de l'art graphique, des dessins, des collections d'archéologie, des ateliers, des collections numismatiques qui font du nombre. Hein, voilà. C'est ce qui explique effectivement. Bon, après, pour un musée de France, c'est un nombre assez logique. Hein. Et la pièce la plus vieille, elle date de quand? Écoutez, on a des collections du paléolithique, hein, vous voyez, donc vous êtes à moins 15 000. Hein. Wow. Quel trésor, Elisabeth! Alors, il faut dire que effectivement, il y a des collections archéologiques, ça paraît un peu curieux, mais c'est l'histoire des collections d'un musée qui sont un peu complexes souvent, c'est-à-dire qu'au départ, les musées sont créés au 19e siècle pour faire des sortes d'histoire de l'art dans chaque préfecture. Donc on voulait, les civils à l'époque voulaient avoir une sorte de résumé de l'histoire de toutes les formes d'art. Donc entrent dans les collections des pièces qui aujourd'hui n'y entreraient plus. C'est-à-dire que, évidemment, de la préhistoire, aujourd'hui, on n'en acquiert plus. Si on nous propose des donations, on les refusera, évidemment. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des projets scientifiques et culturels qui existent depuis une trentaine d'années dans les musées et qui sont une sorte de programme de ce qu'on va faire, de ce qu'on va présenter, comment on va le présenter, qu'est-ce qu'on va acquérir ou pas. Comment on va enrichir les collections, qu'est-ce qu'on va restaurer. Donc bien évidemment, aujourd'hui, la préhistoire ne rentre plus dans le projet scientifique et culturel, mais n'empêche que comme les collections des musées de France sont inaliénables et imprescriptibles, donc inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre, on les a encore sur nos inventaires, alors pas présentés ou parfois déposés dans d'autres musées qui, eux, ont plus l'intérêt de les présenter. Donc il y a des mouvements comme ça de collections qui se passent en France, de musée à musée, sous forme de ce qu'on appelle des dépôts. Elisabeth la Trémolière, on ferme les yeux, vous aussi chez vous, on s'imagine être avec vous. On est au sein du château. Pouvez-vous nous faire une brève visite guidée privée des salles à visiter et je crois également de l'extérieur? On vous suit, Elisabeth. Déjà, très rapidement, par rapport à l'extérieur, nous avons un point qui sort de must. Hein, voilà. Si on veut dire Blois, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est l'escalier, le grand escalier en vis. Hein. Oui. Alors, pas pour Révolution, hein, comme Chambord. Hein. Ouais. L'escalier en vis, le grand escalier de François Ier, qui est certainement l'élément le plus célèbre du château. Je crois quand on se Blois, on voit toujours cette façade avec ce grand escalier en vis qui est un élément d'architecture somptueuse qui était fait pour mettre en scène François Ier, puisque c'est le premier chantier de François Ier en 1515.
son premier chantier, avant celui de Chambord d'ailleurs, et donc c'était vraiment une sorte de gigantesque mise en scène du roi, hein. C'est destiné à ça. C'est des escaliers extérieurs, alors qu'on savait faire à l'époque des escaliers intérieurs, richement décorés comme toute l'aile. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une mise en scène du souverain. Et François Ier était assez doué dans ce domaine d'ailleurs. C'était un peu sa marque de fabrique, hein. C'était un grand communicant, François Ier. Un grand constructeur et un grand communicant aussi. Donc effectivement, c'est ces grands escaliers. Alors, c'est une double vis décorée à l'antique ou à l'italienne, si vous voulez, avec des statues, des coquilles. Le F de François Ier et la salamandre qui décorent toute la façade. Alors pour revenir à cette question de symbolique de F, on a aussi la symbolique de Louis XII, parce que ce qui est caractéristique à Blois, si on veut se l'imaginer, c'est que vous avez donc cette grande façade avec cet escalier qui est l'un des côtés d'une cour intérieure. Donc Blois, vous avez, c'est un château qui est plus ou moins carré, au moins que plus, enfin qui forme une cour intérieure cernée de bâtiments dont les périodes architecturales sont différentes. Ce qui fait qu'on parle toujours de Blois en parlant d'une sorte de palimpseste architectural ou de patchwork, si on est moins gentil ou moins intellectuel. C'est-à-dire c'est une sorte de résumé de l'histoire architecturale, de l'histoire des châteaux. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on fonde en quelque sorte toute notre communication, on travaille à partir de ça. À Blois, vous pouvez apprendre l'histoire du château et l'histoire des châteaux de la Loire en particulier. Alors ça commence dès l'extérieur, parce que donc si on campe, si on veut sur le monument de Fourniès, vous avez donc cette cour, hein, avec ces bâtiments d'époques différentes, et tout cela est planté sur un promontoire qui domine la Loire. Alors on est moins proche de la Loire qu'Amboise, sans doute, puisque c'est un palais de ville, hein, au départ le château de Blois, mais les terrasses du château, qui sont en cours d'aménagement. D'ailleurs, le 5 juillet, on inaugure un jardin sur cet emplacement. Vous avez une vue sur la Loire qui se déroule, l'aval de la Loire, donc en direction de Tours, hein, si vous vous situez. On a ce château sur un promontoire au milieu de la ville. Ce promontoire, c'était anciennement la forteresse des comtes de Blois. Donc c'est un château fort au départ, c'est un château défensif, d'où sa situation sur ce promontoire. On pénètre, on arrive sur le promontoire. Il y a une petite rue carrossable, qui est interdite à la circulation d'ailleurs aujourd'hui, et sinon vous n'avez que des escaliers. Donc c'est vraiment isolé au milieu de la ville. Donc cette situation dominante rappelle ce passé médiéval, ce passé de château comtal. Et quand on rentre de ce château comtal, il reste, alors si on veut rentrer après dans le château, ce qui reste de ce château comtal, c'est une salle extraordinaire. Effectivement, c'est parce qu'il n'y en a pas d'équivalent. C'était la salle de justice des comtes de Blois. Donc vous imaginez une grande salle avec deux grandes voûtes en bois, les plafonds en bois peint, donc 14 mètres de haut sur 44 mètres de long, c'est immense. Donc c'était la salle de justice des comtes de Blois, elle date du XIIIe siècle, hein, 1214, c'est la plus ancienne salle civile en France. Donc c'est quelque chose effectivement d'assez extraordinaire, avec un décor peint, et là on va le retrouver partout dans le château. Donc ce que le château intérieurement a de caractéristique, le château de Blois, c'est qu'il a des appartements peints, décorés. Alors j'entends, quand je dis peint et décoré, je parle des plafonds, des murs et des sols. Voilà, et polychrome. Donc c'est vraiment de la couleur. Et ça, c'est vraiment Blois se distingue de tous les autres châteaux de la Loire. Et de la plupart des châteaux par cela, parce qu'il a, alors sinon conservé, je dirais plutôt, on a bien restauré des décors qui avaient disparu et qui ont été restaurés au 19e siècle. Donc on a voulu redonner alors ces couleurs qui sont caractéristiques d'un appartement royal de la Renaissance. À la Renaissance, quand on est riche et puissant, on a de la couleur. Quand on est pauvre et pas puissant, un rang très inférieur dans la société, on vit dans le noir, avec des vêtements sombres, voilà. Donc c'est vraiment un des rares endroits où on peut se rendre compte de ce que c'était qu'un appartement royal de la Renaissance. Il y en a vu par ailleurs aujourd'hui en France, à tel point qu'on a une foultitude de tournages qui viennent pour tourner dans les appartements du Louvre. Les appartements du Louvre, qui a été un grand château de la Renaissance, n'existent plus. Et donc ces appartements de la Renaissance, eh bien, ils viennent les tourner à Blois. Donc c'est vraiment le lieu où on peut voir, s'imaginer ce que c'était qu'un appartement royal à la Renaissance.
Alors nous, on l'a meublé, on les a remeublés, hein, même s'il n'y avait pas de meubles attribués. Hein, la Renaissance, c'est la période de la cour est itinérante. Donc vous n'avez pas de meubles attribués à tel édifice ou à telle salle. Mais du coup, on a remeublé le château et on évoque aussi bien la cour de François Ier que celle d'Henri III. Donc si vous voulez, pour voir, quand on parle en dehors de ces couleurs qui caractérisent évidemment ces salles, le mobilier, des œuvres d'art, puisque nous sommes musées, donc on a des collections de peintures, de mobilier, d'objets d'art qui décorent les salles. Et à l'intérieur, on a parlé de l'extérieur, le must, donc ces escaliers. À l'intérieur, vous avez au moins deux, en dehors de ces décors que je vous décris, on a deux musts, hein, bon, je ne sais pas le mot, enfin c'est un peu ça, donc, à l'étage de la chambre de la reine. Alors la reine, à Blois, ça peut désigner beaucoup de reines, mais on en a au moins trois célèbres qui sont d'ailleurs décédées à Blois: Anne de Bretagne, épouse de Louis XII, qui construit une partie du château, Claude de France, première épouse de François Ier, et Catherine de Médicis. On célèbre cette année, puisqu'on célèbre le 500e anniversaire de sa naissance cette année, et donc Catherine de Médicis meurt au château de Blois. À côté de la chambre de la reine Catherine de Médicis, il y a un cabinet de boiserie qui présente 157 panneaux avec des décors Renaissance dorés qui sont d'origine. Et c'est aujourd'hui le seul, on appelle ça studiolo, le seul bureau d'études aujourd'hui conservé en Europe, avec celui du Palais d'Urbino. Vous voyez, c'est assez rare. Il a été créé d'ailleurs par François Ier, mais utilisé aussi par Catherine de Médicis. Et c'est là-dedans que vous avez les placards avec des systèmes d'ouverture secrète dans les plaintes, dont c'est utilisé, qui ont été repris par Michel Zévaco et Alexandre Dumas pour en faire des soi-disant placards à poison. Voilà. Ils ne sont pas, mais bon, ça participe de la légende noire de Catherine de Médicis. Alors le deuxième, lieu assez emblématique, c'est au deuxième étage du château. Vous avez la chambre du roi, où on a placé un grand lit d'apparat, un lit assez gigantesque, qui est un dépôt du Louvre d'ailleurs, qui évoque la chambre du roi, mais cette fois-ci Henri III. Alors Henri III, c'est un roi méconnu de l'histoire, qui est évoqué dans très très peu d'édifices aujourd'hui. Il ne reste rien vraiment en bâtiment lié à Henri III. Et Henri III, à Blois, pendant les guerres de religion, la dernière guerre de religion, dite celle des Trois Henri, va exécuter Henri de Guise, le duc de Guise, dans cette chambre. Et donc, on a beaucoup de visiteurs qui viennent voir le lieu de l'exécution du duc de Guise. Et Blois garde un énorme souvenir de ces guerres de religion, puisque la grande salle de justice que je vous citais tout à l'heure, on l'appelle aujourd'hui la salle des États généraux, parce que dans ces salles ont lieu les États généraux des guerres de religion. Donc c'est un moment très important de la Renaissance qui est oublié très souvent aujourd'hui, en particulier par les écoliers qui n'apprennent plus. Mais c'est un grand moment de l'histoire et on l'évoque évidemment à Blois à travers cet assassinat qui a aussi donné lieu à beaucoup de passages romanesques dans la littérature. On a des romanciers du 19e siècle, en particulier, et aussi dans la peinture. On a toute une salle qui est consacrée, vous avez énormément de peintures qui racontent cet épisode, la rencontre d'Henri III et du duc de Guise au château de Blois, tout ce qui va autour, l'adieu à sa maîtresse le matin, enfin bon, tout un récit dramatique qui est très familier en fait des visiteurs, parce que c'est des images que tout le monde connaît, qui ne sont pas nécessairement fidèles à la réalité historique, mais qui ont permis de faire connaître ces épisodes, ces moments d'histoire à la plupart des visiteurs. Donc là, voilà, si on veut brosser en grande ligne, s'imaginer le château, voilà, c'est un peu ce qui caractérise Blois. Donc pour l'extérieur, j'ai cité le grand escalier, donc tous ces appartements que je vous ai cités sont dans cette aile François Ier. Mais il y a le vestige, donc il y a deux autres autour de la cour. On parlait tout à l'heure d'une cour carrée. Donc la salle des États dont on vient de parler, la salle du XIIIe siècle. Vous avez aussi une aile de briquet de pierre dont l'entrée est surmontée de la statue équestre du roi Louis XII, parce que c'est Louis XII qui transforme le château médiéval des Comtes de Blois en un château d'agrément, un château où c'est la diplomatie qui va prendre le pas devant la guerre, les rapports militaires, guerriers, et il construit un château tout en briques et pierre, dont il nous reste une partie, puisqu'il y avait une autre aile où il y avait en particulier la bibliothèque royale, qui a été démolie au XVIIe siècle par l'un des derniers propriétaires de famille royale du château, qui est le Gaston d'Orléans,
le frère du roi Louis XIII, et qui a le projet d'abattre le château de la Renaissance pour en faire un château de style classique. Alors c'est un château de style classique avec des toits dits à la mansarde, vous voyez, des toits avec des pentes assez accusées, comme le château de Maison Lafitte près de Paris. C'est ce style-là, ce style avec des très à l'antique dans la décoration extérieure, avec des colonnes, d'étage en étage. Et le projet reste inachevé, donc on a juste une aile qui n'a d'ailleurs jamais été aménagée à l'intérieur et qui aujourd'hui nous sert justement pour faire des expositions temporaires, en particulier comme celle qu'on vient d'ouvrir, l'Enfant de la Renaissance, qu'on a ouvert il y a une dizaine de jours. Elisabeth Latrémolière, intéressons-nous cette fois-ci à l'exposition, on le rappelle, Enfants de la Renaissance, qui se tient jusqu'au 1er septembre prochain au Musée des Beaux-Arts du Château Royal de Blois. Comment est venue l'idée de faire cette exposition? Expliquez-nous. Le point de départ, c'est Catherine de Médicis. Ouais. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer. En 2012, on fait festin de la Renaissance. En travaillant sur la vaisselle, on a tout de suite trouvé dans les collections de la vaisselle dite d'accoucher. Donc la vaisselle destinée à la femme qui reste dans sa chambre après l'accouchement et qu'on va nourrir avec un type de vaisselle, enfin tout au moins dans les milieux aristocratiques cela existait. Et donc on va mettre ces thématiques ces pièces de vaisselle de côté, c'est pas tout à fait dans le cadre des festins de la Renaissance, enfin du repas d'apparat, et le garder pour une exposition autour de l'enfance. Et puis est venu par ailleurs le projet autour de Catherine de Médicis, puisqu'on savait qu'en 2019, on allait célébrer, nous, le 500e anniversaire de sa naissance. Elle est née donc en avril 1519 à Florence, mais on cherchait un angle pour traiter Catherine de Médicis, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'il y a très peu de collections qui sont vraiment liées à Catherine de Médicis, en tout cas en France, ou quasiment pas. La plupart sont des pièces très prestigieuses qui sont à l'étranger et très compliquées pour nous à faire venir. Donc on s'est très vite orienté entre cette idée qu'on avait de travailler sur l'enfance à propos de la vaisselle d'accoucher et Catherine de Médicis, on a fait le lien. C'est-à-dire que le projet il y a 2 ans, c'était les enfants de Catherine de Médicis. Vous voyez, et Catherine de Médicis a été un peu mise de côté dans le titre et moins développée dans le sujet de l'exposition parce que, là encore, lors d'un pré-comité scientifique d'environ 1 an et demi au Musée national de la Renaissance, on s'est très vite rendu compte que les objets qui étaient ayant appartenu vraiment liés, mais voilà, ce qui est une exposition, c'est pas seulement un sujet de recherche, c'est effectivement des objets, des objets au sens large du terme, des artefacts de toute nature. Il faut bien sûr qu'on en ait suffisamment, que ce soit suffisamment révélateur pour faire une exposition. Du coup, on s'est très vite orienté avec des spécialistes, des historiens du domaine, en disant qu'en revanche, on pouvait très bien traiter la question des enfants de l'aristocratie en faisant un focus sur les enfants royaux, mais pas nécessairement les enfants de Catherine de Médicis. Voilà pourquoi on est arrivé à enfants de la Renaissance, mais on s'est appuyé sur un travail scientifique réalisé par Caroline Zumkolk, qui est historienne et chercheur, et dont le sujet de recherche favori, enfin plus important, c'est la maison des enfants, la structure où vivent les enfants. Du coup, elle a travaillé avec nous sur le projet d'exposition. On a comme ça approfondi la partie enfants royaux et Catherine de Médicis, tout en touchant le reste des enfants. Et ça s'est avéré effectivement très intéressant parce que le sujet, de toute façon, était inédit. C'est-à-dire que les enfants de la Renaissance, vous n'aviez jusqu'à présent aucun ouvrage, aucune exposition consacrée aux enfants pour cette période. Si cela existe de façon excellente pour le Moyen-Âge, il y a beaucoup d'ouvrages reconnus, donc Daniel Alexandre Bidon extrêmement célèbre, donc sur ce domaine-là, aussi bien des expositions. Vous n'avez rien pour la période de la Renaissance. Donc, on a traité, voilà comment on est arrivé à enfants de la Renaissance.
Ouais, donc l'angle était effectivement tout trouvé. Vous avez commencé un petit peu aussi à en parler. Au niveau de la mise en place, de la préparation, d'exposition, comment elle s'est construite, expliquez-nous un petit peu, parce que là vous avez parlé effectivement, il y a de nombreux acteurs hein, qui se sont greffés avec vous, mais ça se construit comment? Il y a des réunions, des rencontres, les gens disent oui, tiens, on peut parler de ci, de cela, tiens, on pourrait à cet endroit-là mettre ceci, cela. Comment ça se passe? Expliquez-nous. En fait, alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, et puis c'est un travail pluridisciplinaire et vraiment un travail d'équipe. Alors, je dis pas ça pour faire genre comme au Festival de Cannes, première C, X, Y ou Z, mais c'est vraiment ça, parce que c'était pas déjà, parce qu'on sait ce que c'était pas, et ce ne sont pas des œuvres qu'on prend, bah, c'est joli, c'est bien, bon, bah, ça représente des enfants, hop, on les met comme ça. Non, parce que une exposition, c'est vraiment un récit. C'est un récit, un parcours. C'est-à-dire que c'est un récit au sens où ça vous raconte une histoire. Alors, on peut entendre le mot histoire au sens conte, mais aussi au sens scientifique du terme. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est une thèse en 3D, mais presque. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va montrer quelque chose, expliquer quelque chose sur, là, les enfants à leur naissance, qu'est-ce qui caractérise les enfants à leur naissance, comment ils vivaient. Donc c'est vraiment ce qu'on veut montrer, expliquer. Voilà, ça c'est... Et donc pour construire ce récit et ce parcours, parce que dans l'exposition, vous devez avoir des œuvres qui vont expliquer, exprimer ces idées. Donc c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un parcours qui ait un sens, qui soit agréable pour les visiteurs. Au départ, on est juste sur on raconte des thématiques à partir d'objets. Donc on a défini notre projet scientifique, et dans le projet scientifique, on va déterminer des thématiques. Et ces thématiques, on va les appuyer, les mettre en musique, enfin les mettre en 3D. Voilà, c'est comme un livre que vous mettez en 3D. Sauf que dans le livre, vous avez des éléments que vous n'avez pas en 3D et vice-versa. Donc l'exposition va être, tout au fur et à mesure qu'on va chercher les œuvres, va être des ajustements entre les thématiques que vous avez définies et les œuvres que vous trouvez. Donc parfois, vous avez des sujets, et c'est pour ça que vous avez un catalogue d'exposition, c'est que dans le catalogue, on va peut-être développer des sujets qu'on ne peut pas nécessairement développer dans l'exposition. Je pense par exemple au thème du baptême, qui est présenté dans l'exposition. On n'a pas de représentation de baptême, on n'a pas d'objet lié au baptême des enfants de l'aristocratie royale. En revanche, on a des documents. Donc, ça va donner lieu à un article dans l'exposition, dans le catalogue, qui est un livre. Le catalogue, c'est à la fois un livre d'histoire qui reste et en même temps le catalogue des œuvres qui sont dans l'expo. On appelle ça globalement un catalogue, mais vous avez une partie, en tout cas pour ce type d'exposition, c'est différent si on fait une monographie d'un artiste, mais là, dans ce type d'exposition, à la fois historique et artistique, vous avez une partie qui explique en fait différents éléments de votre thématique qui ne sont pas nécessairement évoqués dans l'exposition. En revanche, vous avez une partie catalogue où toutes les œuvres sont présentées. Voilà, donc on a un certain nombre de... Alors, il y a des réunions, bien sûr, de l'équipe qui comprend à la fois des gens de l'équipe sur place, régisseurs d'œuvres, documentalistes, des commissaires d'exposition qui sont toujours issus. Alors là, je vous ai cité Caroline Zoukol, mais nous avons par exemple une archéologue et un conservateur du département des manuscrits de la BNF. Donc vous voyez des gens d'horizons très différents qui, eux, vont conseiller, ah bah tiens, je connais telle ou telle œuvre, plus nos propres connaissances, plus, eh bien en fait, nous, ce qu'on connaît, parce que les œuvres en général sont publiées, il y a des sites de référence, hein, des sites documentaires professionnels où les œuvres sont mises en ligne. Donc on va aller chercher là-dedans, avec l'aide en plus, pour complément de ces spécialistes. Hein, je pense à l'archéologie, vous pourrez faire tous les sites que vous voudrez, vous ne trouverez pas des collections archéologiques sur ces thématiques-là. Il faut que ce soit des archéologues qui connaissent les fouilles, les publications, via les différentes publications. Donc on construit peu à peu l'exposition comme cela, en affinant par rapport aux thèmes qui sont quand même établis depuis le début. Et on construit notre récit avec des œuvres. Alors tout cela, c'est une co-construction très lente et qui peut être modifiée pratiquement jusqu'à la dernière minute. En fait, ça paraît un peu bizarre, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez un arrêt, du parcours de l'exposition, 3 mois avant, de 3 à 6 mois avant,
votre parcours doit être vraiment définitif parce que c'est les dates ultimes de demande de prêt des œuvres. Suivant les musées et leur statut, on vous demande de passer en commission des prêts de 6 à 3 mois avant l'ouverture de l'exposition. Donc là, votre liste d'œuvres doit être définitive. Donc vous les avez envoyées, les demandes de prêt, et parfois vous avez des surprises parce que vous avez des demandes de prêt qui sont refusées, donc il faut, pour des X raisons, très souvent des demandes de problèmes de conservation ou des œuvres déjà prêtées ou qui ont été prêtées il y a 3 mois qui ne peuvent pas être à nouveau à la lumière, en particulier concernant des manuscrits ou des œuvres graphiques. Donc vous réajustez parfois dans le détail comme ça des thématiques dans l'exposition ou des sections d'exposition jusqu'à la dernière minute où il peut y avoir des modifications de détails sur les emplacements. Mais là après on est dans la mise en scène. Donc une fois qu'on est dans les 3 mois, vous avez votre liste d'œuvres, eh bien on va travailler à la mise en scène, on construit la mise en scène. Oui, on avait déjà un peu d'idées avant, mais là on affine effectivement les vitrines, etc. En tenant compte alors des derniers critères qu'on a en main, c'est les critères de conservation pure, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont des contraintes de lumière, de type de soclage, tout ça devant aller avec le récit, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, si vous voulez parler, par exemple, on a la section parlant de la petite enfance, on veut avoir effectivement des enfants maillotés dans cette section, des représentations de scènes de naissance, il faut que ça puisse être dans la même section. Voilà, donc il faut que les contraintes du récit s'accordent aux contraintes techniques, problème d'éclairage, et jusqu'à la circulation des visiteurs. Vous avez à la fin, vous avez aussi des agents responsables de la sécurité qui disent attention là, vous voyez une vitrine, attends, vous n'avez pas l'unité de passage, donc il faut vous mettre ailleurs. Enfin oui, et ça va donc très très loin. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est qu'une exposition, c'est tous ces critères-là, avec effectivement le critère intellectuel qui semble être au début prendre le pas, mais vous avez après tous ces critères techniques, intellectuels, pédagogiques, parce qu'il faut que les œuvres soient présentées de sorte que les gens comprennent, à la fois les apprécient, il y a la délectation et il y a la compréhension. Donc tous ces critères-là, donc tout ça, ça fait quelque chose de très complexe qui doit s'accorder. Et donc on est plusieurs pour arriver à faire cette cuisine, et c'est pour ça qu'on est nombreux, parce que vous avez des gens, les réunions le comité de pilotage de l'exposition comprend des scientifiques, les commissaires d'exposition cités, des membres de la conservation, la responsable du service des publics, celle qui est responsable des guides, etc., qui, vous voyez, à cet aspect-là, quelqu'un de la sécurité, enfin non, vous voyez. Voilà comment ça se construit, c'est très long et très compliqué. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez aussi l'équipe, le documentaliste, qui lui est avec les scientifiques, et qui vont écrire dans le catalogue, les conservateurs qui écrivent tous une notice et doivent construire le catalogue en parallèle de l'exposition. Ben, on va en parler de ce catalogue. Vous me lancez la perche et ça tombe bien. Elisabeth, on peut donc acheter, on l'a dit, sur place au Château Royal, notamment le catalogue de l'exposition. On le rappelle, édité chez Infine Éditions d'Art, c'est bien cela. Et racontez-nous comment c'est construit en quelque sorte l'ouvrage en lui-même, mais surtout qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Tout à l'heure, vous avez dit, voilà, on va retrouver les principaux, on va dire, chapitres, si on peut dire ainsi, de l'exposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur pour donner envie aussi d'acquérir de ce très bel ouvrage, on rappelle, Enfants de la Renaissance. C'est un très bel ouvrage, parce qu'on le veut toujours beau. Hein. Je commence, je crois qu'il est beau. Voilà. Très beau. En fait, c'est un beau livre. Voilà, c'est un beau livre. Oui. C'est un beau livre, ça veut dire qu'il a une belle reliure et qu'il est très illustré. On apporte un point d'honneur très important à la qualité de l'illustration. C'est pour nous vraiment essentiel que les peintures, les manuscrits, le rendu des couleurs soit excellent. Donc la qualité des illustrations est extrêmement importante avec des détails, pleine page. Bon voilà, c'est beau à regarder. Déjà voilà, l'intérêt c'est que le catalogue soit beau en le feuilletant. Donc il est beau en le feuilletant. La mise en page doit être très soignée, donc très souvent on est très exigeant vis-à-vis des éditeurs sur la mise en page. Voilà. Donc il est beau, il est agréable à feuilleter, il est agréable à lire. Parce que donc il y a un plaisir des yeux et un plaisir intellectuel. Donc le plaisir intellectuel, c'est qu'on a donc toute une partie vraiment historique. Je citais des articles, des essais des historiens spécialistes des différents domaines. Alors je vous cite l'enfant dans la famille, comment nourrir les enfants, vêtir les enfants, la naissance, l'approche médicale, les enfants au cœur des rituels, la question des baptêmes, l'architecture, les enfants royaux à Blois, leurs appartements, l'éducation militaire, et sur le reste que des garçons, les portraits d'enfants.
Donc, cette partie-là est construite par la commissaire d'exposition, donc la scientifique responsable du comité scientifique, Caroline Zumkolk, que déjà citée, qui, elle, va, puisqu'elle est l'intérêt évidemment d'avoir quelqu'un comme ça, c'est que précisément elle est chercheuse, historienne, et qu'elle connaît, elle, c'est son réseau, ses connaissances de spécialistes du domaine dans lequel elle excelle, et elle va chercher des personnes susceptibles de rédiger ces essais. Donc ce sont des articles de fond qui vont être là aussi illustrés, pas nécessairement par des œuvres présentes dans l'exposition, mais par des œuvres aussi en lien avec la thématique de chaque article. Voilà. Ça, c'est la première grosse partie, la moitié de l'exposition du livre. Et l'autre partie, c'est vraiment ce qu'on appelle, la proprement parler, le catalogue. Donc vous avez toutes les œuvres présentées dans l'exposition de façon exhaustive, qui sont photographiées, qui sont représentées dans le catalogue, qui bénéficient de ce qu'on appelle une notice. Donc une notice, c'est une description détaillée et explicative de chaque œuvre, bien entendu beaucoup plus détaillée que ce que vous pouvez avoir dans les cartels, et tout cela dans l'ordre de l'exposition, dans l'ordre thématique de l'exposition. Vous allez donc surtout retrouver, alors je vous dis avec les qualités d'exposition, de qualité d'illustration citées, et puis bien évidemment ça termine avec les annexes habituelles, dont la bibliographie, qui est évidemment fait que un catalogue, c'est un ouvrage, ce type de catalogue, au sens large du terme, c'est un ouvrage de référence. Donc une fois que l'exposition est démontée, eh bien il reste cet ouvrage qui en est le témoignage, qui en même temps, dans notre cas, va faire avancer la recherche. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur les enfants de la Renaissance, c'est effectivement un ouvrage qui fait date. Dans 50 ans, ou peut-être même avant, il y aura peut-être d'autres découvertes. Mais justement, c'est une date dans la recherche sur ce domaine. Il est vendu pour la somme modique de 29 €, je devrais dire, voilà. Je dis modique par rapport à la qualité de l'ouvrage, à mon avis. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Franchement, 29 €, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, prenez ce très bel ouvrage si vous allez du côté de Château de Blois. Venez visiter, on le rappelle, cette très très belle exposition Enfants de la Renaissance et feuilleter ce très beau livre, comme l'a dit à juste titre Elisabeth. Elisabeth La Trémolière, quels sont les projets futurs pour le château? Oui, peut-être d'autres expositions ou d'autres choses, peut-être de nouvelles pièces qui vont arriver. Enfin, voilà, en quelques mots. Sur 2019, il va se passer beaucoup de choses. Oui. L'année des 500 ans de la Renaissance, alors là c'est le nom de l'opération régionale, qui nous a, donc par des financements plus importants que d'habitude, nous a permis effectivement de faire d'autres choses qu'une seule exposition. Donc nous allons à la suite de cette exposition ouvrir les jardins, une terrasse, donc des jardins que j'ai déjà cités, donc qui ouvrent en juillet. Puis dans la deuxième partie de l'année, on va présenter l'effigie funéraire de Catherine de Médicis, qui est une sculpture en marbre qui représente le transit de Catherine de Médicis, qui va être présenté dans la chapelle à partir du mois d'octobre. Puis un parcours d'art contemporain dans les appartements et un colloque international sur Catherine de Médicis qui aura lieu en novembre. Donc on n'a pas encore complètement bloqué le programme de 2020. On va rester à 2019, en sachant qu'on termine la fin de l'année avec, disons, une période un peu festive, bien sûr, de Noël. En général, on propose toujours des présentations pour le grand public et famille. Là, cette année, on va présenter des séries de costumes, des reproductions, mais sur le thème des reines et des princesses, à la suite de Catherine Médicis, à la fois reines et princesses de l'histoire dans les appartements et reines et princesses de contes de fées dans la salle des états généraux. Voilà. De belles choses qui vont arriver très prochainement du côté du château de Blois. On a hâte de découvrir tout cela. Elisabeth La Trémolière, rappelons l'exposition Enfants de la Renaissance, qui se tient jusqu'au 1er septembre 2019 au Musée d'Art du Château Royal de Blois, ou encore Enfants de la Renaissance chez Infine Éditions d'Art. Rappelons également que vous êtes la conservatrice en chef du Château Royal de Blois. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et vous revenez quand vous le souhaitez parce que c'était un régal. Merci. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!